il faut souligner que n'importe quelle perte ne va pas ébranler le système politique iranien. Parce que l'Iran, depuis sa révolution de 1979 jusqu'à nos jours, a réussi à construire un état des institutions, a réussi de créer des institutions qui priment sur les individus. Donc, attaquer, supprimer le guide de la révolution, la première personnalité en Iran, ça n'a pas changé sur le terrain la donne militaire et politique. Donc, l'Iran est un pays des institutions. Ce sont les institutions qui continuent, que ce soit les gardes de la Révolution, le passage, ou le Parlement, ou le Conseil suprême de la sécurité. C'est un pays des institutions. On va avoir 1000 Ali Larijani, 1000 Khamenei, ainsi de suite. Et ça montre bien sa force. Évidemment, les pertes sont lourdes, mais aussi, ce sont des attaques qui n'ont pas de fondement ni juridique sur le plan de droit international, ni éthique aussi. Je donne toujours l'exemple. Vladimir Poutine en Russie a pu supprimer, éliminer Zelensky. Les forces russes ont la capacité d'éliminer Zelensky ou ses ministres, mais n'ont jamais fait parce que quand même il y a des règles. Même il y a une guerre totale, mais toujours il y a des règles. On n'attaque pas les présidents, les chefs d'État, les ministres, on ne les assassine pas. Mais nous savons bien qu'Israël a bafoué le droit international, l'entité sioniste ne respecte pas le droit international, a bafoué toujours le droit international, et surtout, son armée n'a aucune éthique. D'ailleurs, Netanyahou, son ex-ministre de la Défense galante, sont recherchés par la Cour pénale internationale. Même en Suisse, s'ils viennent en Suisse, vont être arrêtés, selon le porte-parole du ministère, absolument, selon le porte-parole des Affaires étrangères suisses. Il dit, s'ils viennent, évidemment, on va appliquer la loi, on va les arrêter. Ce sont des criminels de guerre. Donc, pour moi, l'Iran a bien montré pour le monde entier, c'est un pays des institutions et non pas des individus. Le système politique et militaire iranien ne se fonde pas sur telle ou telle personne, mais sur des institutions très, très solides. Très bien. Nous allons peut-être connaître l'avis de Karim Belkacem. Pensez-vous ou rejoignez-vous Riyad Sidawi dans ce qu'il dit? La solidité des institutions iraniennes va-t-elle résister à toutes ces éliminations? Alors, je rejoins parfaitement ce qu'a dit mon confrère à l'instant. Effectivement, la mort de Larijani n'est pas encore confirmée côté iranien. Alors, effectivement, si elle est confirmée, ça serait une perte quand même non négligeable pour l'Iran parce qu'il est présenté, Ali Larijani est présenté comme une figure majeure de la République islamique d'Iran. C'est un homme très dur politiquement, mais aussi un responsable qui connaît très bien l'Occident, notamment pour avoir été impliqué dans les négociations sur le nucléaire. Donc, ce n'est pas seulement un cadre répressif de plus qui est éliminé, c'est aussi un relais politique et intellectuel très très important. Cependant, ce n'est pas ça qui va changer la donne sur le conflit actuel. L'Iran résiste mieux que prévu. Rappelons qu'elle a été agressée par les États-Unis et Israël. Ça fait quand même maintenant plus de 15 jours que ce conflit dure et que ce conflit met un peu Donald Trump, je dirais, dans l'embarras puisqu'il ne sait pas trop, contrairement à ses affirmations, il ne sait pas trop comment en sortir. Tous les jours qui passent, il nous annonce que la République d'Iran va capituler. On voit que pas du tout. On voit que l'Iran résiste beaucoup mieux que prévu puisqu'effectivement, il y a une structure particulière de l'Iran qui fait que non seulement elle résiste, mais en plus, elle a le soutien de sa population, contrairement à une idée reçue. Donc, l'assassinat de Larijani, ça peut être un coup fatal pour les négociations futures entre l'Iran et les États-Unis, parce que Larijani comptait aussi par sa capacité de communication. Il connaissait très bien la culture politique occidentale et savait manier les références qui touchent l'Occident, et il incarnait une forme de continuité politique de la République islamique d'Iran. Donc, comment ensuite la République islamique d'Iran va parler à l'extérieur? Donc, affaire à suivre.
Alors, comme vous l'avez dit, Karim Belgacem, on attend encore la confirmation de Téhéran de la mort de ces deux figures emblématiques iraniennes. Et il y a aussi des informations en parallèle d'informations faisant état plutôt de la mort du criminel de guerre, puisque vous l'avez souligné également, Benyamin Netanyahou, ainsi que l'un de ses ministres, Ben Gvir, Riyad Sidawi. Assiste-t-on aujourd'hui à une guerre des images? Oui, absolument, absolument. La manipulation, l'intox, les réseaux sociaux aussi sont contaminés. Et la censure aussi exercée notamment par l'entité sioniste. Moi, je ne crois pas à leurs chiffres qui parlaient de quelques blessés par-ci, par-là. Non, les dégâts sont très énormes. Il faut les doubler, peut-être les multiplier par 10 ou 20 pour connaître la réalité. La même chose pour les Américains. Comme aussi, au début, peut-être avec le génocide à Gaza, comme au début du génocide à Gaza où l'entité sioniste tentait de dissimuler ses pertes. Absolument. C'était toujours leur pratique, c'était toujours leur comportement et ils vont continuer. Donc, il ne faut jamais croire leurs chiffres, ni les chiffres américains aussi. Les pertes américaines sont lourdes, notamment dans les pays des Golfe. Ce sont des bases militaires américaines qui ont été attaquées directement par l'Iran. Ils sont des cibles plus faciles que la Palestine occupée parce qu'ils sont très, très proches, parce qu'on peut les attaquer par des drones. Et il faut signaler aussi la chute de l'avion abattu, l'avion américain abattu. La même chose, le porte-avions Abraham Lincoln a quitté les lieux parce qu'elle a subi des énormes dégâts. Donc, je dis toujours à nos spectateurs, faites attention, ne croyez pas trop les images, les agences de presse. Pendant les guerres, il n'y a que les émotions et la censure. C'est une règle en or. Une guerre, c'est la censure et le discours émotionnel des protagonistes. Très bien, Karim Belgacem, on assiste, comme on vient de le souligner, à une opacité pratiquement totale de l'information et de l'image. On voit très peu d'images des pertes subies par l'entité sioniste, chose que revendique Téhéran, affirmant avoir ciblé lourdement. Les forces iraniennes l'ont également répété aujourd'hui. Ils ont asséné de lourdes pertes à la défense aérienne, notamment de l'ennemi. Oui, vous avez parfaitement raison, parce que nous sommes effectivement en pleine guerre de la formation. Il y a la manipulation de l'image. Si vous ajoutez en plus l'utilisation de l'intelligence artificielle, eh bien, vous êtes dans une situation où vous êtes non seulement noyé par les nombreuses informations, mais en plus, vous avez différentes interprétations possibles. C'est pour cela que la seule manière pour avoir, je dirais, une information un peu objective, c'est de multiplier les sources d'information, de multiplier les canaux. Vous avez d'excellents journalistes qui sont sur Twitter et sur YouTube. Il y a effectivement une manipulation des images. Je rejoins ce que vous disiez à travers le caractère émotionnel de cette guerre. Il y a l'émotion qui passe et certains médias utilisent cet aspect émotionnel pour, je dirais, manipuler l'opinion avec un effet simplificateur sur eux, ce qui fait qu'on assiste vraiment à une vision manichéenne des conflits, à savoir les gentils contre les méchants et vice-versa, alors que les choses sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus subtiles. Je fais le lien aussi avec Donald Trump et la politique étrangère américaine, où il y a une ignorance totale des spécificités de l'Iran et du Proche-Orient. Donald Trump était parfaitement convaincu qu'avec son armada militaire, il allait régler rapidement le cas de l'Iran, ce qui n'est absolument pas le cas. Or, et surtout pour un pays comme l'Iran, il faut bien connaître la société iranienne, il faut bien connaître l'histoire de ce pays également. Et donc, toutes les manipulations verbales et, je dirais, médiatiques sont dangereuses sur l'interprétation du conflit. Donc, raison de plus
pour ma part en tant qu'analyste et puis professeur en géopolitique, d'inciter à l'humilité et à la prudence pour vraiment bien analyser de fond en comble les informations et ne pas se contenter de certains gros titres ou de bribes d'informations, parce qu'effectivement, c'est un des buts de guerre, c'est la guerre de propagande et de manipulation des masses médias. Karim Belgacem, vous avez évoqué au début de votre intervention le recours notamment des États-Unis, puisqu'ils ne s'en cachent pas, à l'intelligence artificielle dans cette guerre, notamment l'utilisation du logiciel Claude qui a fait couler beaucoup d'encre. Or, aujourd'hui, les Nations Unies ont ouvert une enquête sur le ciblage d'une école au tout premier jour de cette guerre contre l'Iran, qui a fait 168 enfants tués, dont la plupart sont des filles. Donc, une attaque qui a ciblé une école. Beaucoup d'experts disent que ce serait la première grosse bavure liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Qu'en pensez-vous ? Tout est possible dans cette guerre, mais la chose la plus surprenante, c'est que cette affaire, si on peut appeler ça une affaire, c'est un drame, soit étouffée. On n'en parle plus trop dans les médias occidentaux. Concernant la réaction des États-Unis, la première réaction primaire a été de dire ce sont les Iraniens. Donald Trump a dit nous allons ouvrir une enquête, mais c'est effectivement un événement extrêmement grave qui est passé sous silence. Donc effectivement, le poids de l'agence artificielle fait que nous sommes dans une guerre 2.0 ou 3.0. On peut le nommer comme on le veut, mais on assiste effectivement à une nouvelle guerre des images et l'intelligence artificielle, l'emploi de l'intelligence artificielle peut être effectivement dangereuse parce que ne serait-ce que pour les vidéos, et ça c'est pour les jeunes générations actuelles et pire que ça, les générations futures, auront-ils la capacité de réellement faire la différence entre les images créées par l'intelligence artificielle et les images réelles que l'on pourra obtenir. Donc, on passe vraiment un cap, on est davantage au-delà de ce que disait George Orwell dans le roman 1984 où on disait que Big Brother is watching you, Big Brother vous regarde et vous espionne. Chaque guerre nous montre également ce qui nous attend en termes de technologie, en termes de manipulation de l'information. Et cette guerre contre l'Iran nous en apporte désormais la preuve. Je reviens à vous, Riyad Sidaoui. Avant de vous poser une nouvelle question, peut-être que vous aimeriez réagir au recours de l'intelligence artificielle dans de telles guerres, d'une telle proportion et les risques que cela engendre. On voit bien la manipulation, surtout sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, que je suis bien. Il y a beaucoup de vidéos, évidemment, on n'a pas besoin d'être expert pour savoir que ce sont des vidéos montées, fabriquées par l'intelligence artificielle. Mais quand c'est l'intelligence artificielle qui décide de frapper, et dans ce cas précis, on a assisté à un véritable massacre d'élèves. Là, on remplace, ce sont les nouvelles guerres, on remplace l'être humain, l'homme, le guerrier, par les robots. On voit, les drones sont devenus aujourd'hui les stars de cette guerre, je mets stars entre deux guillemets. Bientôt, on va voir des chars sans commandement. Bientôt, on va voir des soldats robots même, puisque même les Chinois nous ont montré des robots très, très, très puissants. Mais s'agissant de génocide, de massacres contre des élèves, des jeunes filles en Iran, je pense que le commandement américain a reconnu cette bavure, a approuvé ce qui s'est passé. Et là, ce n'est pas la première fois. Rappelons-le, ce qui s'est passé au Malj al-Amiri en Irak, en 1991 aussi. Il y a eu des massacres, des civils. Ce ne sont pas des guerres propres. Il faut dire que cette guerre n'est pas légitime ou n'est pas légale aux yeux du droit international. Parce que toute guerre, pour qu'elle soit légitime, légale, doit passer par une résolution au sein du Conseil de sécurité et activer le chapitre 7 de la charte de l'ONU. Or là, j'ai regardé attentivement la conférence de presse de Donald Trump cet après-midi, tout à l'heure, et il accuse les États d'OTAN de lâcher les États-Unis d'Amérique. J'allais en venir, Riyad Sidaoui, oui. Oui, d'accord, oui. Oui, justement.
Exactement, je Posez-moi voulais la aborder question, aussi ce point avec vous, Riyad Sidawi, et loin de l'enthousiasme qu'il espérait susciter avec sa demande d'aide pour le détroit d'Ormuz, Donald Trump fait face à la froideur des alliés des États-Unis. Comme vous venez de le souligner, certains estimant que cette guerre n'était pas la leur, le président américain avait-il anticipé cette situation selon vous? Non, Riyad Sidawi. je pense que Donald Trump s'est isolé lui-même. Et il a attaqué tout le monde, y compris ses alliés au sein de l'Union européenne, à l'OTAN. Et il n'a pas d'amis finalement que l'entité sioniste. Donc c'est normal, vu son comportement, la guerre commerciale qui a déclenché contre l'Union européenne, contre la France, la Grande-Bretagne. En principe, la Grande-Bretagne est toujours alliée aveuglement aux États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, on voit une autre Grande-Bretagne qui critique Donald Trump et qui n'approuve pas sa guerre. La même chose, Emmanuel Macron, il a dit nous n'étions pas informés de cette guerre. Est-ce que cela pourrait être le tournant de cette guerre? Oui, je pense que cette guerre, c'est la guerre de Donald Trump et le lobby sioniste aux États-Unis d'Amérique. Même les Américains, ils ne sont pas d'accord pour cette guerre. L'Iran ne menace pas ni l'Union européenne, ni les États-Unis d'Amérique, ni même directement l'entité sioniste. L'Iran, c'est connu, soutient les mouvements de libération dans la région, que ce soit Hezbollah au Liban, ou le Hajj al-Sha'bi en Irak, ou les Houthis au Yémen, pas plus. Mais dire que l'Iran a menacé la paix internationale, ce n'est pas au Donald Trump de confirmer. Pourtant, l'Iran a joué le jeu, notamment avec l'AIEA, dès le départ. Hein. Absolument. L'Iran a appliqué à la lettre pas de blanche, les règles de droit international. L'Iran a appliqué à la lettre les règles du droit international. Celui qui a bafoué le droit international, le Conseil de sécurité, le chapitre 7 de la Charte de l'ONU, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump. Il ne respecte rien. C'est pour cela, moi, je le vois aujourd'hui isolé. Et lui, Netanyahou, même ses propres alliés au sein de l'OTAN ne l'ont pas suivi parce que il est individualiste, si vous voulez, dans ses prises de position politique, dans ses initiatives. Et aussi, il a un mépris contre tous les États européens, contre tout le monde entier. Évidemment, le résultat, c'est même l'OTAN n'a pas approuvé, ou les États membres de l'OTAN n'ont pas approuvé cette guerre inutile, inhumaine et injuste. Karim Belgacem, on l'a souligné, Donald Trump s'est vu refuser une demande d'aide dans le détroit d'Ormuz par des alliés historiques au sein de l'Union européenne comme à l'OTAN. Pourquoi un tel revirement et quelles en seraient les conséquences dans l'issue de ce conflit ? Alors, au-delà du conflit, je pense, pour poursuivre ce qu'a dit mon confrère, que peut-être on est en train de toucher les limites de la soumission occidentale face aux États-Unis et à Donald Trump. Puisque depuis sa réélection, Donald Trump joue ce jeu effectivement impérialiste américain dans le monde entier et puis surtout vis-à-vis de l'OTAN et de ses alliés européens. Là, on assiste à une fin de non-recevoir par les Européens envers Donald Trump pour dire « mais attendez, ce n'est pas notre guerre, nous n'allons pas appliquer ce que vous nous demandez de faire ». Les Occidentaux européens appliquent un discours qu'avaient appliqué les pays du Sud global et bien d'autres pays par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Certains pays sont préférés s'abstenir ou dire « écoutez, ce n'est pas notre guerre, donc nous n'allons pas impliquer des sanctions économiques contre la Russie comme vous nous le demandez. La Russie est un pays ami. » Et je pense que là, des pays même comme la Grande-Bretagne et la France ont signifié à Donald Trump qu'effectivement, ce n'était pas leur guerre. Donc, ça signifie non seulement la limite de la soumission des Européens, j'ai envie de vous dire, il était temps, mais également ça signifie aussi peut-être à Donald Trump les limites dans cette guerre contre l'Iran. Il faut quand même rappeler qu'il a été plus ou moins poussé
par Benjamin Netanyahou dans cette guerre. Ces deux protagonistes n'ont pas les mêmes objectifs de guerre. Donald Trump insiste sur le fait qu'ils veulent renverser le régime et perturber le programme nucléaire iranien, alors que l'objectif de Benjamin Netanyahou, c'est la destruction totale de l'État iranien et de mettre un régime qui serait probablement ami. Sauf qu'on ne se prend pas comme ça à la République islamique d'Iran. Très bien. On assiste peut-être à un tournant majeur dans ce cas précis. Et une dernière question, messieurs. On reste avec vous, Karim Belkacem. On a appris aujourd'hui qu'un haut responsable américain de la lutte contre le terrorisme a annoncé sa démission pour protester contre la guerre menée par les États-Unis et l'entité sioniste contre l'Iran. Il s'agit de Joseph Quint, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Que signifie cette démission et doit-on s'attendre à un effet domino ? Alors effectivement, j'ai envie de vous dire que c'est une bonne surprise. Et d'ailleurs, M. Trump vient de déclarer qu'il a toujours pensé que cette personne était faible et que sa démission est une très bonne chose et qu'il était faible en matière de sécurité. Donc il faut rappeler effectivement que cette guerre est très impopulaire aux États-Unis, que la mouvance MAGA qui a soutenu Donald Trump et amené Donald Trump au pouvoir est vraiment très très mécontente des conséquences de cette guerre. Donc ça peut être un élément qui va en amener d'autres et il n'est pas improbable et pas impossible que l'on assiste aussi à d'autres défections. Donc si vous cumulez la défiance des pays européens qui commencent à se faire sentir et si vous mettez aussi en évidence des défiances internes au sein des États-Unis, je pense que cela peut freiner Donald Trump puisqu'il a aussi un ennemi, c'est le temps. Il y a des élections qui auront lieu bientôt. Le Congrès risque de se fâcher énormément et c'est déjà le cas puisqu'il n'y a pas eu l'aval du Congrès américain pour cette guerre. Très bien. Donc, je pense que ça sera un élément décisif. Très bien. Riyad Sidawi, cette démission, pensez-vous qu'on assiste à un acte isolé ou au contraire, doit-on s'attendre à des défections en cascade ? Rapidement. Non, moi je pense que ça va continuer parce que je répète et je souligne, c'est pas cette guerre, c'est la guerre de Netanyahou, de l'entité sioniste, d'accord? C'est la guerre de Donald Trump et du lobby sioniste aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une guerre du peuple américain, ce n'est pas une guerre même de l'establishment américain. Je pense que plusieurs voix vont se soulever contre cette guerre. Rappelons-le. Les déclarations du chef d'état-major américain avant cette guerre, qu'est-ce qu'il a dit à propos de l'initiative de Donald Trump. Merci à vous, Riyad Sidawi. Merci à vous également, Karim Belkacem, d'avoir participé.